Cette prison abrite plus de 10 000 détenus parmi les plus dangereux d'Arizona. Ils pensent que je fais partie d'une soi-disant organisation terroriste. Si on me cherche, je peux faire beaucoup de dégâts. Quand je vois rouge, je suis un vrai démon. Quand je parle à quelqu'un, je le regarde droit dans les yeux pour voir s'il est réglo. Ça, c'est un truc que les gens ne supportent pas. Une prison où les gangs essaient d'imposer leurs lois. C'est un message pour faire tabasser un autre détenu. Entre ces murs, le personnel doit être sans pitié pour faire face. Je vous préviens, mon fusil, c'est pas pour faire joli. Au moindre mouvement suspect, j'hésiterai pas à m'en servir. Bienvenue dans l'enfer des prisons. Au cœur de l'une des villes les plus prospères des États-Unis, la guerre contre le crime prend parfois une tournure dramatique et imprévisible. Tout le monde au sol! Vite! Vite! Sors de là! Sors de là! La prison du comté de Maricopa en Arizona est réputée pour être la plus stricte des États-Unis. Monsieur, je le répéterai pas deux fois. La majorité d'entre vous savent déjà comment ça marche ici. Alors vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Aujourd'hui, la brigade d'intervention spéciale fait une descente surprise dans les dortoirs de la prison afin de s'assurer que les détenus ne cachent pas d'armes, de drogue ou d'autres substances illicites. Pour cette opération, les hommes de la brigade ne veulent prendre aucun risque. Gardez les mains sur la tête, je veux les voir. Je veux savoir à quoi m'en tenir. Vous le demanderez pas deux fois. Je vous préviens, mon fusil, c'est pas pour faire joli. Au moindre mouvement suspect, j'hésiterai pas à m'en servir. J'hésiterai pas une seconde, je tire direct. Vous êtes prévenus, je vous le répéterai pas deux fois. Si les hommes de la brigade d'intervention sont sur le qui-vive, ce n'est pas sans raison. Phoenix et sa région se sont développés, tout comme la violence et l'influence des gangs. Une violence croissante qui se ressent jusqu'entre les murs de cette prison tentaculaire où sont détenus plus de 10 000 hommes et femmes. On est confronté à toutes les violences possibles et imaginables ici. Comme quoi? Ben, coups de couteau, bagarre. Il y a une tension raciale énorme. Menaces envers le personnel, entre détenus, violences sexuelles. Il y en a toujours qui se lèvent du pied gauche et qui cherchent des noises, qui cherchent la bagarre. On n'est jamais tranquille ici. Quand tu regardes quelqu'un de travers, tu sais jamais comment ça va finir. La nana peut très bien venir te faire la peau pendant que tu dors. Les filles ici, elles sont vraiment dingues. Les détenus les plus dangereux et les plus violents appartiennent généralement à l'un des nombreux gangs ethniques de la prison. Considérés comme des groupes potentiellement dangereux par les services de renseignement de la prison, ces gangs ont un code d'honneur, Blood In, Blood Out, lié par le sang. Blood in, ça veut dire qu'il faut faire couler le sang. Tuer quelqu'un pour entrer dans le gang. Et blood out, ça veut dire qu'une fois qu'on est entré dans un gang, c'est jusqu'à la mort. C'est l'une de leurs règles. Quand on entre dans un gang, c'est pour toujours. La seule façon d'en sortir, c'est la mort. Mais si la prison de Maricopa est considérée comme l'une des pires prisons du pays, ce n'est pas seulement à cause de la violence croissante des détenus, c'est aussi à cause de son directeur, le shérif Joe Arpaio. Dans ce comté, quand vous violez la loi, on ne vous envoie pas dans un hôtel de luxe. Vous vous retrouvez dans une prison où ça ne rigole pas. Alors vaut mieux vous tenir à carreau. Après son élection en 1992, Arpaio a décidé de faire de Maricopa un endroit que les criminels ne seraient pas prêts d'oublier et où ils ne voudraient surtout pas revenir. Personne ne veut parler de punition. Pourtant, on prive bien nos enfants de certains privilèges quand ils ne sont pas sages. On les punit. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir punir des criminels. Il faut les punir. Et c'est ce que je fais. Avec moi, ils perdent tout privilège. De nombreuses mesures punitives imposées par Arpaio appartiennent au passé. Les détenus doivent porter des tenues à rayures et le shérif a même remis au goût du jour les chaînes de forçat, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Je ne suis pas du tout sexiste. Avec moi, les femmes sont traitées à la même enseigne. Parmi les nombreuses mesures draconiennes appliquées par le shérif, la plus controversée est l'immense baraquement en plein air qu'il a fait installer et qu'il a baptisé Tent City, la ville de toile. J'ai vécu en tente quand j'étais à l'armée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas récupérer les tentes de la guerre de Corée? On a trouvé un terrain fourni à titre gratuit par le comté, juste à côté de la décharge, de la fourrière et de la déchetterie, et on y a installé nos tentes. Et tant que ce sera moi le shérif, ces tentes resteront où elles sont, je laisserai personne y toucher. Une politique qui rend furieux certains détenus. Plus il fera des trucs débiles, plus on sera fort. Il peut nous priver de tout ce qu'il veut, ça nous rendra encore plus forts. On s'habitue à tout. Il nous aura pas. Le shérif sait que les détenus ne le portent pas dans leur cœur, et pourtant il n'hésite pas à se frotter à eux. J'ai 50 piges, je suis malade. C'est dur, je sais que je dois payer ma dette. Combien de fois t'as été en prison? Combien de fois j'ai été en prison? Et pas de bobard. J'ai pas l'intention de raconter de bobard, pourquoi je mentirais? Combien de fois j'ai été en prison? Une seule fois. Dans quelle prison? À Kansas City. T'es bien là-bas? Ouais, c'était vraiment bien. Eh bien, ici t'es pas à Kansas City. La prochaine fois tu commettras un crime ailleurs. Les détenus se plaignent du baraquement en plein air et pourtant, aussi ironique que cela puisse paraître, ils peuvent demander à réintégrer l'intérieur du bâtiment quand ils le veulent. Mais la plupart d'entre eux préfèrent rester dehors, sans compter que cela leur permet de bénéficier de jours de réduction de peine. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis le capitaine Nelson, de la brigade d'intervention spéciale. On va assurer la fouille d'aujourd'hui avec vous. C'est nous qui allons assurer votre sécurité. Dans l'un des quartiers de la prison, la brigade d'intervention s'apprête à mettre en application une autre des mesures drastiques du shérif, la fouille surprise des cellules. C'est la première opération de ce genre pour ces jeunes stagiaires, et la brigade d'intervention spéciale est venue leur prêter main forte. Une fois qu'on y sera, si les choses dégénèrent, si ça part en cacahuète, mettez-vous à l'abri. Parce que je vous garantis que dans ces cas-là, on cherche pas à savoir. On y va à coups de taser ou de fusil. Une fois le briefing terminé, les stagiaires se préparent pour cette première fouille. Aujourd'hui, on fouille un quartier de moyenne sécurité. Chaque quartier est classé en fonction de son niveau de sécurité. En général, les détenus du quartier de haute sécurité sont les plus dangereux. Mais il ne faut pas oublier que les détenus des quartiers de sécurité moyenne ou minimale, qui sont là pour de longues peines, cherchent souvent à se faire une réputation. Et du coup, ils ont plus tendance à être violents avec le personnel ou les autres détenus pour pouvoir se faire cette réputation. Tout le monde à plat ventre! Avant de laisser les surveillants stagiaires commencer leur opération, les hommes de la brigade d'intervention évacuent les cellules et procèdent à la fouille corporelle de tous les détenus avant de lâcher les chiens antidrogue. Ce n'est qu'ensuite que les stagiaires procèdent à la fouille minutieuse de chaque cellule. Ce qu'on cherche surtout, c'est s'il y a des traces laissant supposer qu'ils ont aiguisé un objet métallique pour s'en faire une arme. Dans ces cas-là, ça veut dire que le détenu a une arme sur lui, ou bien qu'il l'a cachée dans sa cellule. La fouille surprise touche à sa fin et les stagiaires ont fait une trouvaille intéressante dans les affaires d'un détenu. Les agents du service de renseignement de la prison, Matthew Spaulding et John Hanson, prennent alors le relais. C'est un message pour faire tabasser un autre détenu. L'auteur de ce mot offre 70 € pour faire agresser un prisonnier. C'est ce qui s'appelle une bonne prise. On va essayer d'éclaircir tout ça. Avec la lettre, les gardiens ont également trouvé des bouteilles d'alcool maison. C'est de l'alcool artisanal. Ils prennent les fruits qu'on leur donne à la cantine, ils les pressent pour récupérer le jus et ils utilisent du pain comme levure. Ensuite, ils laissent fermenter et ça fait de l'alcool. Hanson et Spaulding interrogent le détenu suspecté d'être le propriétaire des bouteilles et du mot. C'est quoi ce mot? Je sais pas, c'est pas à moi. Pourtant, on l'a retrouvé dans tes affaires. Dans mes affaires? Tu sais que s'il arrive quoi que ce soit à ce type, tu seras accusé de coups et blessures. Et les 3 bouteilles qu'on a trouvées dans tes affaires, c'est pas à toi non plus. Ça, c'est à moi. C'est à toi. Ça au moins tu l'admets. Mais on les a trouvées avec le mot. Les bouteilles, c'est à toi, mais pas le mot, alors qu'on l'a trouvé avec. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas à moi. Une enquête aura lieu et le détenu sera sanctionné. L'opération est une victoire pour les stagiaires et un rappel à l'ordre pour les détenus.
Certains membres des gangs pensent qu'ils peuvent faire la loi ici. Mais si c'était vraiment le cas, ils seraient sortis depuis longtemps. La réalité, c'est que le soir, nous on rentre chez nous et eux, ils restent là. Ça prouve bien que c'est nous, les hommes du shérif du comté de Maricopa, qui tenons cette prison. La prison du comté de Maricopa en Arizona s'organise en 6 bâtiments où sont enfermés différents types de criminels. Les plus dangereux d'entre eux sont incarcérés dans le quartier de haute sécurité. Cette zone abrite le quartier de haute sécurité. C'est là qu'on met les pires des détenus. On les met là parce qu'ils appartiennent à un gang à cause de leur comportement ou parce qu'ils ont des troubles psychologiques. Ces détenus, pas comme les autres, sont enfermés dans des cellules individuelles dont ils ne sortent que très rarement. Voici une cellule standard du quartier disciplinaire. Le sommier est en béton. Comme ça, c'est plus dur pour les détenus de cacher des trucs. Il y a juste un sommier en béton et un matelas. Ils ont une table, un lit, une douche. Ces individus sont tellement dangereux qu'on les sort même pas pour aller à la douche. C'est pour ça qu'ils en ont une dans leur cellule. Les rares fois où ces détenus sont autorisés à sortir de leur cellule, ils subissent obligatoirement une fouille corporelle. Les bras en l'air, ouvre la bouche. Passe le doigt sur tes gencives. Lève le paquet. Tourne-toi, baisse-toi, les mains sur les pieds. Chris Whitley a passé ses 2 dernières années en isolement. C'est parce qu'ils croient que je suis un terroriste. Ils pensent que je fais partie d'une soi-disant organisation terroriste. Chris est un néo-nazi qui attend d'être jugé pour enlèvement et assassinat. La fierté blanche, c'est pour dire que je suis fier de mes origines et de ce que je suis. Whitley est accusé d'avoir tabassé à mort un jeune homme de 20 ans avec une bande de skinheads après une rixe dans une salle de billard. Je suis accusé d'enlèvement et de meurtre avec préméditation alors que c'était un accident. Une simple bagarre qui a mal tourné à cause d'un mauvais coup. Pourtant, Whitley prétend ne pas être dangereux pour les autres détenus. Du moment que personne ne me cherche, je cherche pas la bagarre. Mais dans un endroit comme celui-ci, faut savoir se battre pour survivre. Et quand il y en a un qui veut me marcher sur les pieds, je me laisse pas faire. Ma personnalité fait que dehors, je fréquente pas grand monde. Quand je parle à quelqu'un, je le regarde droit dans les yeux pour voir s'il est réglo. Et ça, c'est un truc que les gens ne supportent pas. Ça les fait flipper quand ils me croisent dans la rue. Il y en a plein qui m'évitent parce qu'ils ont peur que je les dépouille. Mais tous les détenus potentiellement dangereux ne sont pas forcément confinés dans le quartier disciplinaire. Certains d'entre eux, comme Steven Madrid, sont placés dans des cellules de haute sécurité, mais ont le droit d'avoir des contacts avec les autres prisonniers. Voilà mon chez-moi, c'est mon co-détenu. Madrid est accusé de meurtre, et il a déjà fait de la prison pour 6 autres crimes. Ils m'ont mis dans une cellule de haute sécurité à cause de mes tendances violentes. Ça m'est arrivé de frapper et de tabasser des gars comme ça pour rien, juste parce que j'avais un coup de sang. Et quand j'ai une montée d'adrénaline, je suis parti, je vois rouge. Madrid intimide les autres détenus grâce à ses tatouages. Ces cornes, c'est pour dire que je suis un démon. Quand t'es en prison, t'es obligé de faire ça pour que les autres te prennent au sérieux. Ici, personne va me dire que j'ai l'air débile avec ces cornes. Ici, personne ne me dira ça. Dehors, dans la rue, les gens sont plutôt curieux, et quand ils me demandent ce que ça veut dire, je leur dis que je suis un ange déguisé en démon. Avec des détenus comme Madrid, la violence peut exploser à tout moment dans la prison. C'est pourquoi 840 caméras surveillent en permanence chaque centimètre carré du bâtiment. Ces caméras de télésurveillance ont filmé une bagarre générale entre les détenus du quartier de haute sécurité. Ces bagarres sont souvent d'ordre racial. Les hispaniques, les blancs ou les noirs se battent les uns contre les autres. Et on s'est aperçu que souvent, ces affrontements sont programmés. Le nombre croissant de gangs ne fait qu'aggraver les violences raciales dans la prison. Durant leur incarcération, les membres des gangs sont surveillés de très près. Ce sont des malins, même enfermés 23 heures par jour dans une cellule de 6 mètres sur 6, ils arrivent à continuer leurs affaires.
Quand un chef de gang est incarcéré, ses hommes à l'extérieur restent sous son autorité et continuent de suivre ses ordres. Alors si on arrive à avoir connaissance des instructions qu'il donne depuis l'intérieur de la prison, ça nous fait déjà une longueur d'avance. Mais Gomez n'en dira pas plus sur la façon dont lui et ses collègues parviennent à court-circuiter la communication des chefs de gang avec l'extérieur. Je pourrais vous le dire, mais je veux pas. Les gangs trouvent sans cesse de nouveaux stratagèmes pour faire entrer de la drogue dans la prison. C'est pourquoi le service de renseignement a également pour mission de collecter des informations sur ces activités illégales. Pendant un moment, ils extrayaient la THC de l'herbe pour la mélanger avec d'autres ingrédients et en faire une sorte de bonbon dur qui ressemblait à ceux d'une marque bien connue. Et ce qui nous inquiétait, c'est qu'on vend justement des bonbons de cette marque à la cantine. Donc ils auraient facilement pu être confondus avec des trucs à la THC. C'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'on puisse fouiller les cellules à fond et mettre la main dessus. Mais la drogue n'est pas le seul fléau de cette prison. Le fonctionnement des gangs étant basé sur la violence, leurs membres sont capables de fabriquer des armes avec tout et n'importe quoi. Ils ont fabriqué ça à partir d'un plâtre. Le détenu a retiré son plâtre et en a taillé des morceaux en pointe. On a trouvé aussi ça dans une cellule. Ils l'ont fait avec un morceau de bloc-notes qu'ils avaient volé. Ces armes peuvent occasionner des blessures superficielles comme des blessures mortelles. Les détenus savent comment s'y prendre. Ils savent où frapper pour que leur victime meure lentement ou sur le coup. Allez à l'autre porte. Pour prévenir les violences entre détenus ou contre le personnel, On y va, on y va. les agents du service de renseignement travaillent en étroite collaboration avec la brigade d'intervention spéciale de Maricopa. Apparemment, il y aurait une arme dans un des dortoirs. On va d'abord demander des infos aux gars du service des renseignements avant d'y aller. Bon, j'ai reçu un mail d'un des gars de l'équipe de nuit hier soir. Et apparemment, il y a un détenu qui a dit à un surveillant qu'il voulait absolument aller en isolement. A priori, ils ont fabriqué un couteau avec une brosse à dents pour le liquider parce qu'il a eu un différend avec un des chefs de gang, celui qui est là. Apparemment, lui, c'est le boss de l'étage supérieur et l'autre de celui d'en bas. Ah bon? Ils sont pas arrivés en même temps? Et les chefs de gang contrôlent certains étages ou certains quartiers de la prison. Brewer, tu t'occupes du caïd du dessus. Gonzo, tu vas avec lui. Les hommes de la brigade d'intervention se dirigent vers le quartier de haute sécurité où les armes sont supposées être cachées. Ce bloc abrite de nombreux membres de gang qui savent non seulement fabriquer des armes, mais aussi s'en débarrasser dans les toilettes au moindre mouvement suspect. Il faut donc absolument les prendre par surprise. D'après les informations fournies par le service de renseignement de la prison, des armes blanches seraient cachées dans un bloc infesté par les gangs. La brigade d'intervention va donc procéder à une descente surprise. Alignés dans le couloir qui mène au bloc, les hommes de la brigade attendent le meilleur moment pour intervenir. Il y a un détenu dehors, alors faites gaffe. Je l'ai à l'œil, au moindre mouvement je le shoot. Attention, l'autre cellule n'est pas ouverte. On s'arrête là. Dès que la voie est libre, le capitaine donne le feu vert à ses hommes. Attendez, attendez. On y va. À plat ventre, à plat ventre! Les gars, c'est simple. Si vous faites ce qu'on vous dit, il n'y aura pas de problème. Les hommes de la brigade passent chaque cellule au peigne fin. Viens par là et donne-moi tes tongs. Tourne-toi et fais voir tes plantes de pied. L'autre. Tourne-toi. Une fois le bloc sécurisé, les agents du service de renseignement arrivent pour participer à la fouille.
Faut vérifier le tube de dentifrice, dans le bouchon, pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. On secoue un peu le tube et on vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ils cachent des trucs dans les bouteilles de shampoing, dans les bouchons de dentifrice. Ils peuvent aussi planquer des trucs dans les blocs-notes qu'ils achètent au magasin de la prison. Il faut vérifier là, à l'intérieur. Parfois ils y cachent de la drogue, des lames qu'ils se fabriquent, des lames de rasoir ou d'autres types d'armes artisanales. Le personnel profite également de la fouille pour répertorier les tatouages des prisonniers. Bien que ces tatouages soient systématiquement photographiés lors de leur arrivée, ils s'en font souvent faire de nouveau en prison grâce à des dermographes artisanaux. T'es l'un des rares Mexicains qui flippe pas. Quoi? T'es l'un des seuls Mexicains qui flippe pas. J'ai 13 ans de tôle derrière moi, j'ai plus peur de rien. Ces tatouages permettent non seulement d'identifier les prisonniers, mais aussi de savoir s'ils appartiennent à un gang ou d'avoir des informations sur leur passé criminel. Et ce tatouage derrière la tête, ça veut dire quoi? La suprématie latino. Attends, je vais le prendre de près. Les skinheads l'adorent. C'est vrai? Je te raconte même pas. Après presque 2 heures de fouille, l'opération touche à sa fin. Aucune arme n'a été trouvée. Mais des descentes comme celle-ci dissuadent tout de même les détenus qui seraient tentés d'en fabriquer. Ça vaut toujours le coup de faire des fouilles comme celle-ci. Parce que le but, c'est surtout de montrer qu'au moindre problème, on est là pour assurer la sécurité des détenus et du personnel. Et je préfère qu'on n'ait pas trouvé d'armes. Une présence dissuasive nécessaire dans une prison où la guerre des gangs fait rage. La majorité des gangs implantés à Maricopa appartient à 2 grands groupes considérés comme potentiellement dangereux par le service de renseignement. Le plus important d'entre eux est la mafia mexicaine. Ils doivent être des centaines, voire des milliers. Ils contrôlent tous les détenus latinos. En général, ils sont là pour violence avec préméditation. Ou alors intimidation de témoins, homicide, et j'en passe. C'est souvent pour ça qu'ils sont en prison. L'autre grande organisation criminelle implantée dans la prison est celle d'Aryan Brotherhood, fraternité aryenne qui est affiliée avec des gangs suprémacistes tels que les Nazi Lowriders ou les Skinheads. Comparés aux autres gangs, leurs membres sont moins nombreux mais tout aussi violents. En Arizona, on assiste à une recrudescence des skinheads, que ce soit dehors ou dans le système carcéral. Ils sont pour la suprématie de la race blanche et la pureté raciale. Ils peuvent être très dangereux. Quand un type ne leur revient pas, ils sont capables d'être vraiment très violents. D'après Sean Gaines, un détenu qui risque la peine de mort pour enlèvement et meurtre, la philosophie des skinheads se résume en 2 nombres, 14 et 88. « 14, c'est les 14 mots de leur slogan. Nous devons assurer l'existence de notre race et un futur pour les enfants blancs. Ils ont aussi 88 préceptes. Le H est la 8e lettre de l'alphabet. Donc 88 veut dire HH, Heil Hitler. » Aujourd'hui âgé de 25 ans, Gaines est devenu skinhead lors d'une précédente incarcération pour violence aggravée. Je me suis tourné vers ces individus qui m'ont ensuite poussé à me battre dans la cour, à tabasser ceux qui n'appartenaient pas à notre groupe et qui ne leur revenaient pas. C'est ce qu'ils appelaient des missions. Les types en question se faisaient tabasser, et des fois pire. C'est en accomplissant ces missions que Gaines a gagné ses tatouages, considérés par le gang comme des médailles d'honneur. J'ai pris part à de nombreuses agressions, ce qui m'a donné le droit de porter des tatouages à caractère politique, comme White Pride, fierté blanche, ou des croix gammées. Mais depuis qu'il est retourné en prison, Gaines ne veut plus entendre parler des skinheads. Les membres du mouvement skinhead et de tous les autres mouvements prônant la suprématie blanche sont pleins de haine. La haine, la colère, ça ne me correspond pas. Je veux plus être lié à tout ça. Gaines est enfermé dans l'unité la plus confinée de la prison, le quartier d'isolement. Pas seulement à cause de son passé violent, mais pour sa propre protection. C'est parce que j'ai décidé de rompre avec les skinheads. Leur règle, c'est lié par le sang. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être skinhead un jour et changer d'avis le lendemain.
C'est pas possible. Dans ces cas-là, ils te retrouvent ou ils envoient quelqu'un pour te retirer tes tatouages. Et disons que j'ai pas vraiment envie de leur rendre. Si la ville de Phoenix en Arizona est en plein boom, c'est également le cas de la population carcérale de la prison de Maricopa. Un phénomène qui n'épargne pas le bâtiment Estrella, le bâtiment des femmes. Et tout comme les hommes, elles sont de plus en plus violentes. Aujourd'hui, les détenues sont extrêmement violentes, que ce soit entre elles ou envers le personnel. On a une détenue qui a jeté ses enfants dans les égouts, une qui a payé un homme pour tuer ses enfants, ou encore une autre qui a découpé son mari. Les femmes commettent des crimes de plus en plus violents. Le capitaine Edouard Cessolini est responsable des 1400 détenus du quartier des femmes. L'ambiance ici est beaucoup plus pesante que dans le quartier des hommes. En prison, les femmes développent des relations entre elles qui les rendent très agressives. C'est ma copine, pas la tienne, traîne pas avec elle, ce genre de choses. Elles sont quasiment toujours dans des rapports de séduction, ce qui crée de nombreuses tensions. Je vous aime. Elle me tapait sur le système. Elle parlait derrière mon dos et je déteste ça. Si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis en face. Vanessa Eck, 21 ans, une détenue accusée de trafic de drogue, a agressé une autre détenue du quartier disciplinaire. J'étais à l'étage au-dessus et je l'ai entendu parler dans mon dos. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible, elle parle pas de moi là. Les nanas savent comment je suis. Alors je suis descendue et je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Je suis entrée dans une cellule et je lui ai dit, bon bah alors viens. Mais comme elle voulait pas venir, je l'ai fait entrer et j'ai demandé à quelqu'un de fermer la porte pour qu'elle puisse pas sortir. Et là, je lui ai fait sa fête. Après, ils m'ont mise au trou. Tout comme leurs codétenus masculins, les femmes ont aussi leur quartier de haute sécurité. Je la connais. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour que je m'embrouille avec mon mec et qu'on se sépare. Mais je la laisserai pas faire. Pour ces femmes enfermées 23 heures par jour, le seul moyen de communiquer est de crier à travers les cloisons. Je l'aime, c'est mon mec. S'il va voir ailleurs, je lui casse les jambes. Heck fait elle aussi partie d'un gang. Un problème de plus en plus répandu au sein de la population carcérale féminine. Mes frères et sœurs faisaient tous partie du gang de mon quartier, le gang d'East Side. J'ai grandi au milieu de tout ça. C'était glauque. Leur seul but dans la vie, c'était de faire flipper tout le monde. Ils n'étaient pas là pour s'amuser. Joséphine Marquez purge actuellement sa deuxième peine de prison, après avoir déjà passé 16 ans derrière les barreaux. Je sais que je peux être dangereuse si on me cherche. Je suis capable de faire beaucoup de dégâts. Quand je vois rouge, je suis un vrai démon. Je deviens dingue. Mais, en général, j'essaie de me maîtriser. Sauf si c'est vraiment personnel. Là, franchement, si ça touche la famille proche, c'est pas pareil. Là, je te rentre dans le lard. Je fais ce que j'ai à faire pour ma famille. Il y a 5 ans, ce problème de gang n'existait pas chez les femmes. Mais il s'est récemment développé de façon dramatique. Certaines de nos détenues rejoignent Fraternité Arienne, d'autres la nouvelle mafia mexicaine, ou alors l'ancienne, ou encore le gang des Tribal Council. Et elles sont devenues très violentes entre elles. Parmi toutes les détenues du quartier disciplinaire affiliées à un gang, l'une des plus dangereuses s'appelle Rosie Trevino. Elle est très impulsive. Elle est incapable de se contrôler. Elle s'en est déjà pris au personnel. On a été obligé d'utiliser nos armes non létales. C'est vraiment un cas problématique. Avec elle, on ne sait jamais comment ça va finir. Quand je m'en suis prise à eux, j'étais tellement dingue que j'ai même pas pensé au taser. Dans ces cas-là, on pense plus à rien, on fonce dans le tas.
Trevino a intégré le quartier de haute sécurité quelque temps après avoir été incarcérée à Maricopa pour meurtre il y a 3 ans. Elle attend toujours d'être jugée et risque la peine de mort, ce qui ne semble pas la dissuader de s'en prendre au personnel. Ils m'ont jeté contre le mur. J'ai voulu me dégager, alors ils m'ont jeté par terre. Des fois aussi, je leur crache dessus. Une autre fois, j'ai pété les plombs. Ils m'avaient envoyé aux admissions et j'ai cassé les fenêtres avec ma ceinture. Alors ils sont arrivés, ils m'ont canardé. Ils m'ont tellement canardé avec le flashball que j'en avais des cicatrices sur les jambes. Et puis ils m'ont remis un coup de taser. Je pense que d'un point de vue personnel, c'est plus difficile de gérer les besoins des détenues féminines. Parce qu'on a tendance à être tout de suite plus sympathique avec elles. Viens, assieds-toi. Bien entendu, nous dissuadons fortement les gardiennes d'établir des rapports de sympathie avec elles. Elles peuvent ressentir de l'empathie, mais il ne faut en aucun cas qu'elles s'identifient à la détresse des détenues. Elles deviendraient trop proches d'elles. Il est rare qu'un membre du personnel développe une relation personnelle avec une détenue. Et pourtant, c'est précisément ce qui s'est passé pour Trevino. On parlait souvent ensemble. Elle savait très bien que j'étais lesbienne. Moi, je savais qu'elle l'était aussi. On parlait comme ça. Et c'est venu sans qu'on s'en rende compte. On a fini par se dire ce qu'on ressentait. Et moi, je lui ai dit direct, c'est pas possible, tu vas t'attirer des ennuis. Mais elle m'a dit, je peux pas aller contre mes sentiments. La surveillante a démissionné, mais n'a pas pour autant renoncé à sa relation avec Trevino. Et la direction de la prison ne souhaite faire aucun commentaire à ce sujet. C'est un courrier de ma copine, elle m'a envoyé une carte. Personne n'a jamais dit qu'aimer était facile, qu'il n'y avait jamais d'incompréhension ou de moment où ceux qui s'aiment doivent être séparés pour pouvoir vivre pleinement. La dernière incartade de Trevino s'est soldée par une hospitalisation. Une détenue a réussi à faire entrer de l'ecstasy et elle a fait une overdose. Comme elle est déjà en quartier disciplinaire, la seule solution pour la sanctionner est de lui confisquer ses objets personnels. Mais la pire des punitions que la direction de la prison peut lui infliger, c'est de l'empêcher de voir son fils de 5 ans qu'elle n'a pas vu depuis des mois. J'ai toujours pas le droit de voir mon fils. J'espère que j'aurai une autorisation spéciale pour le voir le 28, le jour de son anniversaire. Mais l'interdiction de visite de Trevino prend fin 4 jours après l'anniversaire de son fils. Je vais aller un peu lui parler, pour voir si on lève une partie de la sanction ou pas. Ça fait 3 semaines qu'elle se tient relativement bien, et en 3 ans, elle ne s'est jamais aussi bien comportée. Rosie Trevino est considérée comme la plus dangereuse des détenues du quartier disciplinaire du bâtiment des femmes. Elle est très manipulatrice. Elle est incapable de se contrôler, elle est très impulsive. Du genre, si quelqu'un vient lui dire « Tiens, celle-là, je lui ferai bien sa tête », eh bien, elle va le faire. Et ensuite, elle se dira « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Ou alors « Oh, de toute façon, au point où j'en suis, elle est comme ça ». Pour la punir de son overdose et d'avoir agressé le personnel, Rosie est interdite de visite. Mais elle a demandé au lieutenant Lamoureux de lever sa sanction quelques jours avant la date prévue, afin de pouvoir recevoir la visite de son fils de 5 ans le jour de son anniversaire. Alors, comment ça se passe? Bien, Ça va? bien. Tu te tiens bien depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Ouais. Je pourrais voir mon fils? Non, je te dis 30 jours, c'est 30 jours. Si je lève ma sanction maintenant, ma parole ne vaut plus rien. T'es pas d'accord? Si. Tu as fait 2 overdoses. Tu sais ce que ça coûte de t'emmener à l'hôpital? Tu veux pas te calmer, et moi je ne peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai dit. 30 jours. T'es sur la dernière ligne droite, tu le sais. Tu n'as qu'à écrire une carte à ton fils et la lui donner le 1er juin. Essaie de programmer une visite le jour du changement d'équipe, comme ça je m'assurerai qu'il reçoive bien la carte. Le 1er, c'est vendredi, et il n'y a pas de visite ce jour-là. Je suis dans ma cellule toute la journée. Bon, eh bien, samedi 2 juin alors. D'accord? Bon. Fais attention à toi. Et tiens-toi bien.
Elle est restée plutôt calme. Ce n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, elle est plus insistante, mais là, elle n'a rien dit. Elle va bien se tenir pendant un temps, et puis elle va recommencer. Et ce sera reparti comme en 40. J'espère pas, mais bon. J'espère qu'elle finira par se calmer. Les détenus du quartier disciplinaire de la prison de Maricopa ne sont pas les seuls à vivre sous haute surveillance. Les parias de la prison, comme les détenus accusés de crimes sexuels, les homosexuels et les détenus un peu trop bavards, sont eux aussi mis à l'écart pour leur propre protection. Certains sont là de leur plein gré, d'autres non. Je me ferais tabasser. Ici, on dit pas de pitié pour les balances. Et c'est clair que si j'étais pas là, ça irait mal pour moi. Dustin Raines est en isolement car il est ce qu'on appelle une balance. En donnant des noms à la police, il a bénéficié d'une requalification des charges retenues contre lui. Au lieu de prendre 4 ou 5 ans, j'ai pris que 6 mois. Les détenus du quartier d'isolement passent le plus clair de leur temps dans de minuscules cellules, qu'ils partagent avec 1 ou 2 codétenus. Mais pour la plupart d'entre eux, il vaut mieux ça que de se retrouver au milieu des autres prisonniers. Je me ferais tuer. Si j'étais avec les autres, je me ferais tuer. Je suis un criminel né. Je connais pas ces mecs et j'ai pas envie de les connaître, tu vois. Je vais pas arriver genre, salut les mecs, ces mecs-là, c'est pas mes potes, c'est pas mes copains, tu vois. J'ai même pas envie de les connaître. Comme la plupart des prisonniers du baraquement en plein air, John Prohl ne veut pas entendre parler des détenus du quartier d'isolement. Si un mec de là-bas vient ici, c'est clair qu'on lui fait sa fête et qu'il se fait jeter direct. C'est comme ça. Ils vont se faire voir. On veut pas d'eux ici. À partir du moment où ils sont en isolement, on cherche pas à savoir. Ils sont grillés. On veut même pas savoir ce qu'ils ont fait. Ils sont en isolement, c'est tout. Incarcéré pour violence aggravée après avoir tenté de poignarder un patron de discothèque, John Prohl a choisi de purger sa peine dans le baraquement en plein air. Et malgré ses 1,50 m, il se débrouille tout seul. Il y a plein de mecs balèzes. Donc c'est sûr que quand ils voient un petit comme moi, ils essaient de l'intimider. Ils sont tous là, on va te jeter par-dessus le grillage pour que tu t'échappes. Ou t'es aussi grand que mon fils. Ou ma petite nièce est plus grande que toi. Mais je le prends pas mal parce que je sais que je suis un homme. J'ai 28 piges, je marche et je parle comme un homme. Et puis de toute façon, la vie ici c'est comme ça. Faut faire avec. Au-dessus de la prison du comté de Maricopa, un panneau lumineux clignote en permanence pour indiquer qu'il reste de la place. Si le panneau tombe en panne, il est immédiatement réparé. Ce sont les ordres du shérif. J'ai fait installer ce panneau pour que tout le monde sache que chez moi, il y a toujours de la place. Même si on est en sureffectif. Je ne relâche personne plutôt parce que c'est surpeuplé. C'est pour ça que ma prison est pleine. Parce que c'est la place des criminels. Je suis pas là à me dire que la prison n'est peut-être pas une solution. Ils purgent leur peine et voilà, faut arrêter de se plaindre. Si vraiment ils se plaisent pas ici, ils ne reviendront pas. C'est ma philosophie. Mais malgré la politique de fer du shérif, la majorité des détenus récidivent. Certains d'entre eux semblent irrémédiablement voués à renouer avec le crime à peine sortis de prison. Personne ne veut aller en prison. Personne ne veut être privé de liberté. Mais c'est comme sauter en parachute. Une fois qu'on l'a fait, on se dit qu'on peut le refaire. Après une douzaine de sauts, on peut sauter 50 fois. On s'habitue. On connaît que ça, c'est la seule chose qu'on sait faire. Mais certains détenus n'auront pas à revenir. C'est le cas de Chris Whitley, un des pensionnaires du quartier de haute sécurité, qui va être transféré dans une prison fédérale. Depuis la dernière fois, l'État m'a proposé une peine moins sévère si je plaidais coupable pour meurtre sans préméditation. J'ai la garantie de prendre entre 20 ans minimum et 22 ans maximum. Whitley a accepté le marché. Dans les prisons fédérales, les détenus choisissent en général leur bloc en fonction de leur origine ethnique. Il se retrouvera donc bientôt dans la société ségrégationniste dont il a toujours rêvé. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là. En prison, il y a un respect mutuel entre les races. Tu restes dans ton coin, avec les tiens, tu manques pas de respect aux autres et tout se passe bien. Dehors, on ne peut pas faire autrement que de se mélanger, à moins de s'isoler,
et de vivre en ermite. Ce qui en soi ne me déplaît pas complètement comme idée. Whitley laisse pousser ses cheveux pour recouvrir ses tatouages, mais il n'en a pas pour autant abandonné ses idées racistes. Je ne regrette aucun de mes tatouages. Je regrette seulement d'en avoir fait à certains endroits, là où ils sont trop visibles. Parce que c'est le genre de truc qui peut m'empêcher de trouver du travail quand je sortirai. Mais j'ai aucun regret par rapport à leur signification. C'est mon héritage et j'en suis fier. Ce sont des symboles de violence, mais je ne pense pas que la violence soit forcément une mauvaise chose. Mais le shérif Arpaio préfère que ceux qui prônent la violence aillent l'exprimer ailleurs que dans son comté. Je veux que tous les criminels sachent que s'ils viennent dans mon comté et qu'ils violent la loi, ils finissent en prison, point barre. Et une prison où ça ne rigole pas. Donc s'ils veulent violer la loi, mieux vaut qu'ils le fassent dans un autre comté. Faut surtout pas qu'ils viennent le faire dans le comté de Maricopa, Arizona. Cette prison abrite plus de 10 000 détenus parmi les plus dangereux d'Arizona. Ils pensent que je fais partie d'une soi-disant organisation terroriste. Si on me cherche, je peux faire beaucoup de dégâts. Quand je vois rouge, je suis un vrai démon. Quand je parle à quelqu'un, je le regarde droit dans les yeux pour voir s'il est réglo. Ça, c'est un truc que les gens ne supportent pas. Une prison où les gangs essaient d'imposer leurs lois. C'est un message pour faire tabasser un autre détenu. Entre ces murs, le personnel doit être sans pitié pour faire face. Je vous préviens, mon fusil, c'est pas pour faire joli. Au moindre mouvement suspect, j'hésiterai pas à m'en servir. Bienvenue dans l'enfer des prisons. Au cœur de l'une des villes les plus prospères des États-Unis, la guerre contre le crime prend parfois une tournure dramatique et imprévisible. Tout le monde au sol! Vite! Vite! Sors de là! Sors de là! La prison du comté de Maricopa en Arizona est réputée pour être la plus stricte des États-Unis. Pas. Alors vaut mieux vous tenir à carreau. Après son élection en 1992, Arpaio a décidé de faire de Maricopa un endroit que les criminels ne seraient pas prêts d'oublier et où ils ne voudraient surtout pas revenir. Personne ne veut parler de punition. Pourtant, on prive bien nos enfants de certains privilèges quand ils ne sont pas sages. On les punit. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir punir des criminels. Il faut les punir. Et c'est ce que je fais. Avec moi, ils perdent tout privilège. De nombreuses mesures punitives imposées par Arpaio appartiennent au passé. Les détenus doivent porter des tenues à rayures et le shérif a même remis au goût du jour les chaînes de forçat, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je ne suis pas du tout sexiste. Avec moi, les femmes sont traitées à la même enseigne. Parmi les nombreuses mesures draconiennes appliquées par le shérif, la plus controversée est l'immense baraquement en plein air qu'il a fait installer et qu'il a baptisé Tent City, la ville de toile. J'ai vécu en tente quand j'étais à l'armée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas récupérer les tentes de la guerre de Corée? On a trouvé un terrain fourni à titre gratuit par le comté, juste à côté de la décharge, de la fourrière et de la déchetterie, et on y a installé nos tentes. Et tant que ce sera moi le shérif, ces tentes resteront où elles sont. Je laisserai personne y toucher. Menaces envers le personnel, entre détenus, violences sexuelles. Il y en a toujours qui se lèvent du pied gauche et qui cherchent des noises, qui cherchent la bagarre. On n'est jamais tranquille ici.
Quand tu regardes quelqu'un de travers, tu sais jamais comment ça va finir. La nana peut très bien venir te faire la peau pendant que tu dors. Les filles ici, elles sont vraiment dingues. Les détenus les plus dangereux et les plus violents appartiennent généralement à l'un des nombreux gangs ethniques de la prison. Considérés comme des groupes potentiellement dangereux par les services de renseignement de la prison, ces gangs ont un code d'honneur, Blood In, Blood Out, lié par le sang. Blood In, ça veut dire qu'il faut faire couler le sang. Tuer quelqu'un pour entrer dans le gang. Et Blood Out, ça veut dire qu'une fois qu'on est entré dans un gang, c'est jusqu'à la mort. C'est l'une de leurs règles. Quand on entre dans un gang, c'est pour toujours. La seule façon d'en sortir, c'est la mort. Mais si la prison de Maricopa est considérée comme l'une des pires prisons du pays, ce n'est pas seulement à cause de la violence croissante des détenus, c'est aussi à cause de son directeur, le shérif Joe Arpaio. Dans ce comté, quand vous violez la loi, on ne vous envoie pas dans un hôtel de luxe. Vous vous retrouvez dans une prison où ça ne rigole pas. Messieurs, je ne le répéterai pas 2 fois. La majorité d'entre vous savent déjà comment ça marche ici. Alors vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Aujourd'hui, la brigade d'intervention spéciale fait une descente surprise dans les dortoirs de la prison afin de s'assurer que les détenus ne cachent pas d'armes, de drogue ou d'autres substances illicites. Pour cette opération, les hommes de la brigade ne veulent prendre aucun risque. Gardez les mains sur la tête, je veux les voir. Je veux savoir à quoi m'en tenir. Vous le demanderez pas 2 fois. Je vous préviens, mon fusil, c'est pas pour faire joli. Au moindre mouvement suspect, j'hésiterai pas à m'en servir. J'hésiterai pas une seconde, je tire direct. Vous êtes prévenus, je vous le répéterai pas 2 fois. Si les hommes de la brigade d'intervention sont sur le qui-vive, ce n'est pas sans raison. Phoenix et sa région se sont développés, tout comme la violence et l'influence des gangs. Une violence croissante qui se ressent jusqu'entre les murs de cette prison tentaculaire où sont détenus plus de 10 000 hommes et femmes. On est confronté à toutes les violences possibles et imaginables ici. Comme quoi? Ben, coups de couteau, bagarre. Il y a une tension raciale énorme. Monsieur. Une politique qui rend furieux certains détenus. Plus il fera des trucs débiles, plus on sera fort. Il peut nous priver de tout ce qu'il veut, ça nous rendra encore plus forts. On s'habitue à tout. Il nous aura pas. Le shérif sait que les détenus ne le portent pas dans leur cœur, et pourtant il n'hésite pas à se frotter à eux. J'ai 50 piges, je suis malade. C'est dur, je sais que je dois payer ma dette. Combien de fois t'as été en prison? Combien de fois j'ai été en prison? Et pas de bobard. J'ai pas l'intention de raconter de bobard, pourquoi je mentirais? Combien de fois j'ai été en prison? Une seule fois. Dans quelle prison? À Kansas City. T'es bien là-bas? Ouais, c'était vraiment bien. Eh bien, ici t'es pas à Kansas City. La prochaine fois tu commettras un crime ailleurs. Les détenus se plaignent du baraquement en plein air et pourtant, aussi ironique que cela puisse paraître, ils peuvent demander à réintégrer l'intérieur du bâtiment quand ils le veulent. Mais la plupart d'entre eux préfèrent rester dehors, sans compter que cela leur permet de bénéficier de jours de réduction de peine. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis le capitaine Nelson, de la brigade d'intervention spéciale. On va assurer la fouille d'aujourd'hui avec vous. C'est nous qui allons assurer votre sécurité. Dans l'un des quartiers de la prison, la brigade d'intervention s'apprête à mettre en application une autre des mesures drastiques du shérif, la fouille surprise des cellules.